Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Corps qui pensent. Je me présente, je suis Alban Dantras, je suis enseignante et formatrice en Pilates depuis 25 ans. Je suis également orthokinésiste, posturologue et orthopédiste. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur, la joie immense d'inviter Céline You. Bonjour Céline. Bonjour Alban. Alors, je te présente. Bien entendu, n'hésite pas, tu me connais un petit peu, à ajouter s'il y a des éléments importants à tes yeux et aux yeux des personnes qui nous écoutent, bien entendu. Alors, tu es diplômée d'État, pardon, bah oui, tu vois, j'ai dit une bêtise, DEC, DEC classique et contemporain, suite à un entraînement très important qui était tous les jours, plusieurs heures par jour et parfois le dimanche. Donc, tu es une personne très kinesthésique à la base. Et donc, tu as aussi suivi une formation d'hypnothérapeute il y a plus de 7 ans. Tu es également formatrice. Tu as également écrit un livre, Vaincre le stress grâce à l'auto-hypnose. D'ailleurs, on pourra en reparler et si des personnes sont intéressées, je les inviterai à te contacter directement, hein. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui de voir avec toi, tu es une personne qui a 33 ans, je tiens à le préciser parce que c'est vrai que tu fais très, très jeune et donc autant d'expérience peut parfois surprendre. Donc je précise quand même qu'il y a, voilà, plusieurs années que tu fais tout cela. Donc tu as passé de nombreuses années à suivre des entraînements intensifs de danse. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette expérience? Sur l'expérience de danse, bah, disons que c'est quelque chose, que je pratique depuis toute petite. C'est quand même une passion. Heu, c'est pas juste, pour, savoir danser, ça fait partie de la vie, on va dire. C'est quelque chose qui me permet de travailler sur toute ma personne, à la fois sur, l'aspect physique, mais aussi sur l'aspect psychique et énergétique, peut-être même spirituel. Heu donc c'est pour ça que je c'est une passion. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu m'as raconté, il y a un certain temps que tu as eu une expérience assez incroyable en relation avec la respiration et les pieds. Alors je tiens à préciser que Céline a fait des études de médecine jusqu'en 2012, s'est arrêtée pendant son temps de travail qu'elle fait actuellement en tant qu'hypnothérapeute et vient de reprendre ses études de médecine. C'est quelqu'un qui est à la fois dans la dimension du regard scientifique, du raisonnement, de l'analyse, qui va très loin dans, la compréhension des choses et qui ne se laisse pas embarquer par des choses magiques, dirons-nous. Et pourtant, tu as vécu une expérience extraordinaire. Est-ce que tu pourrais nous en parler sur cette respiration des pieds notamment? Complètement, complètement. C'est, heu, c'est juste après justement cet entraînement intensif en danse, j'étais simplement en vacances au bord de la piscine. J'étais pas en train de lire des choses, sur ça. Heu et puis je suis rentrée, comme tout à coup, spontanément, dans une sorte de semi-état hypnotique pendant plusieurs mois. C'est-à-dire pendant plusieurs mois, heu, alors c'était à la fois comme si j'étais un tout petit peu déconnectée de la réalité, mais en même temps très, très lucide. Voilà, et pendant cet état-là, pendant plusieurs mois, j'ai eu simplement des connaissances qui sont apparues. Des connaissances notamment sur, les bases de la médecine chinoise. C'est comme si j'avais redécouvert toute la médecine chinoise à travers l'observation de mon propre corps et surtout, ce qui était drôle, les connaissances qui apparaissaient vraiment spontanément dans l'esprit, sans qu'on fasse ce travail vraiment de recherche ou de aller vers. Et ce qui était intéressant, c'est cette fameuse respiration des pieds. C'est, lorsque je respirais, à un moment donné, j'ai cru que je pouvais respirer des pieds. C'est-à-dire, j'avais l'impression qu'il y avait de l'air qui sortait sous mes pieds et que si je mettais un mouchoir en dessous, bah, le mouchoir, il pourrait se soulever. À ce moment-là, j'ai pris mon pied, j'ai regardé en dessous, Oui. j'ai commencé à respirer et je me suis rendu compte que pendant que je respirais, j'avais la plante des pieds qui respirait aussi. C'est-à-dire qu'il y avait la plante des pieds qui faisait ce mouvement de respiration et quelques semaines plus tard, je ma mère avait des amis qui faisaient du qigong et du tai chi et qui m'ont expliqué, enfin qui lui ont expliqué, elle me l'a transmis ensuite,
que c'était quelque chose qu'ils essayent de travailler intentionnellement. Apparemment, c'est connu dans le tai chi, dans la médecine chinoise, que ce point-là, lorsqu'il est débloqué, lorsque l'énergie circule, eh bien, on peut absorber la connaissance de l'univers, la connaissance de la Terre. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé, parce que les connaissances qui apparaissaient n'allaient pas juste sur, le plan du médical, du corps, ça allait même jusqu'à la compréhension de certaines notions de base, d'astrophysique, par exemple. Parce que quelque part, le corps est juste un petit échantillon de l'univers. Donc, il y a des choses qui se produisent dans l'univers, Ouais, qui se produisent forcément dans le corps également. tout à fait. Merci Céline pour cette belle histoire, et ta confiance de nous en parler ici. Heu, c'est vrai que nous, les personnes kinesthésiques, avons une capacité de perception qui, en fonction de chaque individu, est différente, d'où l'intérêt de cette richesse, de cette diversité. Et donc ça peut parfois surprendre pour quelqu'un qui, par exemple, de façon très consciencieuse et aussi parfois conditionné par, une famille, va, gentiment aller à l'école, faire son sport, 1 fois par jour dans la cour de récré, des choses comme ça. Mais surtout va être plongé dans les livres et être surtout dans le raisonnement en position assise face au tableau et cetera. Et le bébé que nous étions, qui était extrêmement kinesthésique, nous l'avons tous été, mais fondamentalement tous, c'est merveilleux. Et bien à ce moment-là, ce bébé est coupé de cette dimension perceptive très sensorielle et c'est par les sens que l'on reçoit énormément d'informations, Oui, pas uniquement, par le mental, même si c'est une complètement. donnée. Puis le mental, c'est une partie du corps, on est bien d'accord? Oui, 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 et puis je pense aussi notamment aux premiers scientifiques. Les bases de la science ont été découvertes lorsqu'il n'y avait pas encore des microscopes, des machines et cetera. Mmh, C'était sensoriel. Il fallait toucher, il fallait mmh, voir, il fallait sentir, mmh, voilà. Donc mmh, pour moi, les bases de la science ont été découvertes justement à travers les sens, mmh. choses, auxquelles, on se coupe aujourd'hui. Oui, tout à fait. Les sens, l'observation, la base de la science et puis évidemment, je sais qu'en plus tu vas vérifier ce que tu ressens Complètement. derrière, voilà. Complètement. Par contre, la démarche est Mmh, effectivement complètement inversée mmh, parce que, par exemple, comment moi j'ai appris la médecine chinoise, j'avais les livres à côté chez moi. Je les avais juste achetés et après les avoir achetés, c'est comme si j'avais, les idées qui venaient, les théories mmh, qui venaient. Alors bien sûr, mes études de médecine occidentale m'ont servi à mmh, comprendre, les bases de la médecine chinoise, notamment à mmh, travers l'embryologie. C'est-à-dire que j'avais des flashs comme, je me souvenais de mes cours d'embryologie que j'avais suivis, il y a peut-être, plus de 5 ans au minimum, je pense même plus encore. Normalement, c'est les cours qu'on fait en première année que tout le monde oublie après, et personnellement, je les avais oubliés aussi. d'accord. Mais là, pour une raison vraiment Mmh, mystérieuse, ça revenait sous forme de flash, et en comprenant le développement de l'embryon, on comprend du coup le développement des méridiens et des différents très canaux intéressant. énergétiques qui Mmh, suivent simplement le développement de l'embryon. Voilà. oui, oui, très intéressant, d'autant plus que tu connais effectivement cette pratique de la médecine chinoise, tu pratiques toi-même l'acupuncture, Oui, donc les méridiens, c'est vraiment un domaine, voilà. Je sais que tu t'en sers aussi, dans tes séances d'hypnose, oui. Mais voilà. ça justement, je l'ai fait après. Je l'ai Après, d'accord. Voilà, voilà. Parce que justement, ce que j'ai fait, c'est que, ces livres-là, volontairement, je ne les ouvrais pas. Pas tout de suite, en tout cas. D'accord. Parce que je me suis dit: «Si je commence à apprendre par le raisonnement, par le cerveau, on va dire le mental classique, je vais couper cette capacité». Donc je voulais pas me couper de cette capacité, puisque lorsqu'on expérimente les choses par soi-même, qu'on les ressent, qu'on les découvre par soi-même, la compréhension est 1000 fois plus profonde Tout à que fait. si vous lisez un livre, par exemple le I Ching, du taoïsme, la base du taoïsme, si on lit juste comme ça, c'est juste incompréhensible. Voilà. Oui, c'est juste de l'apprentissage. Voilà, et Ça puis reste à un niveau c'est pas très concret, mmh, c'est très théorique, c'est très mmh, abstrait. mmh, Donc ce que je faisais, c'est que
une fois que j'avais une idée, que j'avais une théorie, ensuite j'ouvrais le livre pour vérifier ou simplement je demandais à mes amis qui pratiquaient la médecine chinoise depuis longtemps, je leur demandais: «Est-ce que c'est comme ça?» Voilà, Ouais. voilà. Donc c'est comme ça Oui, que j'ai appris la médecine chinoise. oui, tu es allé chercher les preuves de tes ressentis. Alors ça me fait beaucoup penser, heu, au travail que font les danseurs et c'est là que je pense aussi qu'il y a, des choses que tu avais et que tu as en plus développées certainement par rapport à la danse. Puisque le danseur, notamment dans le travail d'improvisation, va partir d'un ressentir, il va être à la fois dans une perception interne et dans une perception de ce qu'il y a autour, la terre, le ciel, les éléments, les corps des autres et c'est à partir du moment où il y a une sensation de juste Oui, qu'il va pouvoir exprimer aussi quelque chose qui va être perçu de façon juste. oui. Est-ce que tu pourrais nous donner ton ressenti par rapport à ça? Oui, complètement. Je pense que ce qui a déclenché le fait que je rentre dans ce processus, dans cette découverte, c'est justement la danse qui m'a permis de vraiment m'aligner. Mmh, De m'aligner et du coup, de non seulement développer beaucoup la conscience du corps, la conscience du corps qui est simplement une forme de proprioception. Une mmh, proprioception très, très poussée et très, très fine. d'accord. Ouais, Voilà. À tel point que effectivement, non seulement on a la proprioception de son propre corps, mais on a aussi la conscience de son environnement. c'est ça. Voilà. Mmh. C'est pour ça que c'est d'ailleurs rare de voir une personne, qui a cette expérience forte, heu, ne pas respecter l'espace des autres quand elle marche dans la rue, par exemple. Voilà, mais ce sont des choses toutes simples, mais qui sont très étrangères quand on a été coupé de nos perceptions. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Hem, alors nous allons basculer, vers autre chose, sauf si tu as quelque chose d'important à dire encore sur les thématiques que nous venons d'évoquer. Voilà, donc alors j'aurais une question, par rapport aux interactions sociales. Parce que la danseuse ou le danseur, c'est quelqu'un qui, crée des émois, émotions, mouvements, donc des mouvements internes, des mouvements externes chez les personnes que l'on rencontre. Heu, donc toi, en tant que danseuse, à l'époque où tu dansais énormément, est-ce que tu sentais que ça influençait tes interactions sociales et de quelle façon? Heu, alors, à l'époque où je dansais énormément, il faut dire que pendant cet entraînement, j'étais beaucoup avec les autres danseurs. Parce qu'on était un peu à huis clos, vu Mmh, du fait de cet entraînement vraiment intensif. Bon, par contre, ce qui était très intéressant, c'est les amitiés extrêmement fortes que nous avions développées à ce moment-là. Parce que c'est quelque chose qui est, quand même très intime, la danse. On est dans le toucher, surtout par exemple la danse contemporaine, mmh. souvent on est amené à se rouler dessus, voilà. Donc donc on passait un peu notre vie ensemble. D'accord, j'entends très bien, hein, Voilà. c'est comme une famille, si l'on peut C'était dire, une hein. famille, Dans c'était le vraiment même une famille, langage, voilà. ouais, voilà et Mais qui le mmh, lien qu'on développe à travers le corps est vraiment beaucoup plus profond que les autres liens qu'on développe sans la danse, par exemple. et oui, et oui. Et là, on parle de toucher, hein, quand les personnes, pendant le confinement étaient seules chez elles et qui manquaient de toucher, il y aurait beaucoup à dire. Oui. Hem, pourquoi et comment as-tu décidé, de te former, pour devenir, hypnothérapeute? Alors ça, c'est quand j'étais en quelle année? Je crois que j'étais en 5e année d'études de médecine et je me suis aperçue d'un problème. C'est que plus je révisais, moins j'avais de bonnes notes. Enfin, plus je révisais, plus mes notes baissaient. D'accord. Du coup, je me suis dit: «Qui c'est pas logique». Mmh. Tout le monde nous dit l'inverse. Travaille dur, tu réussiras plus. Je me suis rendu compte que pour ma part, ça ne marchait absolument pas. Donc je me suis posé la question: «Qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui pourrait marcher mieux?» De là, j'ai développé une théorie. La théorie, c'était simplement que, heu, si
si ça marche pas, si ça marche pour certains, c'est simplement parce qu'ils sont persuadés, Mmh. ils ont la croyance que s'ils vont travailler plus, ils vont réussir plus. Ouais. Donc là, j'ai commencé à découvrir simplement le concept de croyance limitante. Voilà, et je me suis dit: «Et si notre intelligence était plutôt dans notre inconscient?» Et que à force de réviser, vous savez quand on révise, c'est vraiment un schéma de réflexion très, très répétitif. On développe uniquement une partie du cerveau, c'est-à-dire la lecture, la mémorisation, et si on passe la journée à la bibliothèque, on ne développe pas les autres zones du cerveau, on ne stimule pas le cerveau et on ne stimule pas notre intelligence. Je me suis dit: «À force de faire ça, je suis en train de me couper de mon intelligence». Alors qu'avant, je faisais des activités artistiques, je faisais de la peinture, de la danse, de la musique, plein de choses. Et peut-être que justement toutes ces activités artistiques, créatives contribuaient au développement de mon intelligence et du coup se répercutaient sur, mes résultats scolaires. Heu, le fait de m'être coupée de toutes ces activités artistiques, peut-être justement que du coup j'ai fermé mon inconscient et j'ai fermé mon intelligence. Donc je me suis dit que peut-être que c'est mon conscient qui impose des limites à mon inconscient et qui lui dit qu'il n'est pas capable. Mais qu'en réalité, si je lui suggérais à mon inconscient que je suis capable, alors peut-être que je vais réussir mieux. Donc je vais réussir mieux en travaillant moins. Donc c'est ça la croyance qui est difficile à accepter. Mmh. Je fais le test pendant un trimestre. Ouais. À l'époque, j'avais l'habitude de travailler 4 heures par jour en moyenne à la bibliothèque. J'ai fait le pari de travailler 4 heures par semaine, ce qui était, diviser mon temps de travail par 7. Voilà. D'accord. À côté de ça, je ne faisais pas rien, c'est que je travaillais mon corps justement, je reprenais la danse, je redéveloppais toutes mes activités artistiques. J'essayais de restimuler mon inconscient et de bien dormir aussi, de bien manger et de m'auto-suggérer que ça va Mmh. marcher. Alors je ne connaissais pas l'hypnose à ce moment-là encore. C'était de l'autosuggestion version Peter Pan, c'est-à-dire, j'y crois, voilà. Et c'était un peu difficile, hein. Des fois, j'y croyais pas trop. C'est mais cela sans avoir, la connaissance de l'hypnose et de l'auto-hypnose et du coup de l'autosuggestion. Ouais. Hem, il se trouve qu'à la fin du trimestre, j'avais jamais aussi bien réussi un trimestre en médecine de toute ma vie. Voilà. C'est En intéressant. développant voilà, en divisant mon temps de travail littéralement par 7. Alors bien sûr, en travaillant du coup différemment. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est là que juste après, j'ai rencontré une conférence. Je suis allée à un salon, j'ai assisté à une conférence d'une école d'hypnose et je me suis dit: «En fait, c'est exactement ce que je me suis fait pendant ce dernier trimestre». C'était de l'auto-hypnose, en fait. Ouais. Voilà, c'est de là que je me suis intéressée à l'hypnose. Et oui. C'est très intéressant tout ce que tu dis parce que tout est en lien et on Oui, voit vraiment, cet arbre qui se dessine progressivement, mais voilà, c'est tout en lien, tout vient de la même branche et ça devient, expansif, exponentiel, c'est magnifique. Hem, du coup, comme tout est en lien, mais qu'il faut bien nommer les choses et un petit peu les séparer, pour que ce soit compréhensible, pour tout le monde. Comment tes qualités, et par rapport aussi au fait que tu sois hypnothérapeute, donc aujourd'hui on va basculer, dans ce que tu fais, aujourd'hui et maintenant. Comment tes qualités kinesthésiques et de psychologue influencent-ils tes approches thérapeutiques, donc avec tes patients? alors pas psychologue, De mais hypnothérapeute. Là, voilà, mais alors comment cela influence mes interactions? Et effectivement, depuis justement cette expérience un peu spéciale après mon entraînement intensif en danse, j'ai développé aussi une capacité, du coup, de perception sensorielle ouais, extrêmement fine, à tel point
que, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à percevoir, les douleurs, les souffrances des autres. Ce qui était très compliqué au départ, parce que sinon, comme si vous commencez à percevoir toutes les souffrances des autres, ça commence à être beaucoup lorsque on pratique un métier comme l'hypnothérapie. En général, les gens, Mmh. ils viennent quand ils vont pas très bien. Voilà. Hem, donc au début, c'était ça. C'est que en fait, je sais pas si c'est une question de neurones miroirs ou quelque chose comme ça, mais le fait de extrêmement bien percevoir son corps fait qu'on perçoit aussi le corps de l'autre. Et donc, je pouvais dire aux gens où est-ce qu'ils avaient mal, très exactement, où est-ce qu'ils avaient des nœuds. Alors, ce qui était vraiment intéressant, et là, c'est vraiment magique, c'est que si j'avais, par exemple, une tension dans mon corps, que je savais être le miroir de la tension chez l'autre. Le fait de détendre cette tension en moi-même faisait que la tension se se dissolvait aussi chez l'autre personne en face. Mmh. C'est-à-dire que l'influence négative fonctionne, mais l'influence positive aussi fonctionne. Nous avons une petite coupure technique, donc nous continuons sur, la thématique. Donc tu nous expliquais, Céline, que lorsque tu ressentais une tension chez l'autre, et que tu la ressentais à l'intérieur de toi, en travaillant dessus en toi, tu la faisais fondre à l'intérieur de toi et ça la faisait fondre aussi à l'intérieur, de ton patient. Exactement, exactement. Voilà. Donc c'est une approche effectivement, qui est, de l'ordre de l'organique, si l'on peut dire, hein, voilà. Mmh. Après, quand on est kinesthésique, on comprend ce que ça veut dire. Qu'est-ce que Mmh. tu pourrais nous dire par rapport à ça? C'est un petit peu comme si tu sentais tes patients de façon, cellulaire. Tu nous parles de neurones miroirs, tu parles de ressenti où tu perçois directement le corps de l'autre. Oui, exactement. Hem, c'est vraiment physique, c'est-à-dire que je ressens la souffrance de l'autre comme un miroir dans mon propre corps. C'est, Mmh, heu, c'est un peu comme quand vous êtes avec quelqu'un qui va pas bien, bah, vous vous sentez moins bien. tout Mais à sauf fait. que d'habitude, on ne sait pas exactement Mmh, comment, ni pourquoi. Et quand vous êtes avec quelqu'un qui est joyeux, qui a de l'énergie positive, vous vous sentez positif. Mais mmh, vous savez pas précisément, comment ça se produit dans votre corps. Mais en sachant exactement où ça se produit. C'est-à-dire, est-ce que c'est au niveau du mmh, plexus, dans le dos? Quand on sent pas bien, pourquoi on sent pas bien? Parce que l'énergie va en bas à tel endroit, parce qu'il y a des tensions à tel endroit. C'est simplement, je pense que c'est une capacité que tout le monde a, c'est simplement les neurones miroirs, mais le fait d'avoir une perception fine fait qu'on arrive à le sentir de manière beaucoup plus précise. oui, ça rejoint l'état de pleine conscience, cet état aussi, qui est presque de l'ordre, que l'on compare à un médium. Donc on va dire, par exemple, de la part d'un artiste, d'un seul coup, qui plonge dans sa toile, de peinture, qu'il rentre dans un état médiumnique. C'est pareil pour un danseur, quand, il part dans une improvisation et que d'un seul coup, il est à la fois dans un monde intérieur et en communication avec le monde extérieur. C'est un état médiumnique et j'ai envie de dire, et tu voilà, tu peux me dire ce que tu en penses, que toi, quand tu travailles, on ressent cet état médiumnique dans le sens que je viens expliquer. Oui, 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 bien sûr. Mmh, D'ailleurs, les gens me disent que même quand je travaille en énergétique, mmh, par exemple, je travaille beaucoup avec des lumières. C'est-à-dire que je visualise certaines lumières de certaines couleurs mmh, et il arrive très fréquemment que les gens qui sont en face me disent: «Ah, j'ai vu telle lumière de telle couleur», mmh, alors qu'ils n'ont pas forcément des capacités, mmh, extraordinaires, et en tout cas, ils ont pas connaissance de capacités de cet ordre-là. mmh. Et oui. C'est l'intérêt de pouvoir être enfin par moments aussi dans le calme, absolument centré sur ses états intérieurs et là, il y a un déploiement extraordinaire qui se passe, hein. On peut voir des couleurs, on peut voir des images, on peut percevoir énormément de choses. Et ça, dans notre société, on n'a pas trop le loisir de s'y plonger parce qu'il y a des voitures, il y a des klaxons, il y a la Oui. course dans le métro, il y a les feuilles d'impôts à remplir et bon, Effectivement, on est heureusement que beaucoup voilà. centré sur, le monde extérieur. Oui, Mais je voilà. suis toujours persuadée, et ça je le dis absolument à tout le monde, que de nettoyer, heu, de remplir de lumière son monde intérieur,
Mmh. fait qu'automatiquement, par phénomène miroir, les problèmes à l'extérieur se résolvent comme par magie. Oui, oui, oui. C'est un déplacement d'énergie vers ce que j'entends, c'est que c'est un déplacement d'énergie vers quelque chose qui nous semble prioritaire et puis d'un seul coup, en le déployant, ça réduit le reste. On est d'accord? Oui. Oui, ça réduit le reste Ça repousse le reste aussi, ça et puis il y a des choses, vous savez, tout ne dépend pas de nous et tous les problèmes, la résolution de tous les problèmes ne dépendent pas que de nous. mmh, Il y a aussi beaucoup d'autres, personnes, d'autres acteurs en jeu mmh, et si les gens perçoivent votre énergie positive, en général, il y a beaucoup moins de conflits. on est bien d'accord. Entendez Céline! Alors, d'ici à très loin dans l'univers, entendez ces paroles. Alors, comment définirais-tu l'importance du corps dans notre quotidien, justement? Pour moi, le corps est sacré. Mmh, C'est ce qu'il y a de plus important, c'est notre temple, c'est notre maison, c'est notre première maison. D'ailleurs, heu, je suis quand même d'origine chinoise. Les Chinois ont l'habitude de dépenser beaucoup d'argent pour leur santé et ouais. il y a quelque chose qui, nous surprend, c'est comme il y a la sécu ici, il y a l'habitude, on a perdu l'habitude d'investir Mmh, dans notre santé mmh, et je suis étonnée de ce décalage sur l'argent qu'on peut investir dans une maison et l'argent qu'on peut investir dans un corps. Voilà. Alors que pour moi, le corps est la première maison avant la maison mmh, extérieure. Si on n'a pas de ouais, cette première maison, la maison à l'extérieur, elle ne sert plus à rien. mmh. Oui, Voilà. oui, oui. Oui et puis le corps nous donne de Mmh l'énergie et oui, et l'énergie nous permet de fonctionner et nous permet même d'être heureux. tout à fait. Oui, oui. Ça me fait penser à cette, heu, assez courante incompréhension, quand on voit les sportifs, quand ils sont euphoriques en sortant, d'un match ou, là hier il y a eu le rugby où, où on associe souvent aux sportifs à un petit peu un peu idiot parce qu'il a fait ça parce qu'il Oui, pouvait pas faire d'études oui, complètement, et c'est puis on vrai, comprend pas pourquoi ils sont euphoriques, on pense que c'est un peu de bêtises. Parce comme complètement. si, avoir l'air, triste, sérieux comme ça, c'était un signe gage Oui, d'intelligence. oui, oui, on a un peu le quand même encore, cette expression de imbécile heureux. C'est Mmh, oui, si c'est vous ça. êtes heureux, c'est que forcément vous êtes imbécile. Et oui, et oui. Et du coup, alors le lien, en quoi le corps et le mental s'influencent-ils pour aller vers cette joie et tout ça? En quoi le mental Ouais. et le corps s'influencent-ils? Oh, moi je pense que quand même la joie, le bonheur est beaucoup Mmh. dépendant plus du corps que de l'esprit. Heu, le mental, tout ce qu'on peut faire, c'est d'éviter de faire trop de mal. Ouais. C'est-à-dire de limiter au maximum les pensées négatives. Mais en réalité, c'est le corps qui envoie des endorphines, qui Ouais. sécrète, toutes ces hormones du Mmh. bonheur qui font qu'on se sent bien et heureux. Par exemple, la plupart des gens, quand ils viennent me voir, ils me disent: «Céline, je veux me sentir bien». Ils me disent: «Je veux me sentir bien». Ils ne me Ouais. disent pas: «Je veux penser bien». Mmh. Parce qu'on peut penser bien et se sentir mal. Ouais. Alors que quand on se sent bien, naturellement, on pense positif. Mmh. Voilà. Donc souvent, ce que je leur dis, c'est que pour se sentir bien, il faut d'abord se sentir. Mmh. Percevoir. Voilà, percevoir. Ouais, c'est très juste. Enfin, je ne peux qu'abonder dans ce sens-là. Hem, Mais c'est très rare, hein, des personnes qui sont à la fois dans le corps et quand même ils ont une capacité de réflexion, d'analyse, de raisonnement, qui aiment étudier, apprendre des connaissances. c'est très rare. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Et puis aussi parce que tu vas donner confiance, à travers ton témoignage parce qu'il y a un conditionnement social, hein, par rapport au fait, par Oui, exemple, si l'on prend, toutes ces danseuses du passé, comme oui, Joséphine Baker ou d'autres, on les réduisait à un corps, magnifique et beau, oui, adulé et qui oui, devait avoir, des hommes autour d'elles pour l'entretenir oui, parce qu'elles ne oui, pouvaient oui, pas faire autrement. Heu
que nenni, on peut faire autre chose. Oui, Alors j'ai remarqué effectivement quand tu posais la question des interactions ouais. sociales, c'est que quand je me présentais en tant que danseuse, il y avait toujours, surtout avec les hommes, un rapport de séduction qui s'installait. C'est ça, c'est vraiment le grand classique, c'est que Mmh. quand vous êtes danseuse, c'est que vous êtes plus qu'un corps et c'est tout. Alors que Oui. justement, j'étais vraiment toujours impressionnée par les danseuses que j'ai côtoyées, par Mmh. leur intelligence. Mmh. C'est comme si, je pense, comme mon expérience personnelle, elles aussi l'ont vécu à différents degrés, que Mmh. travailler le corps développe l'intelligence également. Alors qu'on a souvent tendance à croire le contraire. Et oui, bien sûr. On est dans une dimension, mécanique, chimique, heu, de multidirectionnalité. Ça demande, des potentiels, qui se développent en plus, Oui, bien à sûr. travers le temps et qui modifient structurellement le cerveau. Oui, Encore faut-il ouvrir la porte à cela, parce que c'est vrai quand, on est, encore plus une femme, mais bon, ça arrive aussi chez les hommes aujourd'hui, hein, quand ils sont jolis, mignons, musclés, beaux de ah oui, partout, qui oui, montent des jolies photos de leur corps sur internet. Je connaissais un danseur de pôle qui était banquier avant et puis on regarde son profil, on voit surtout un athlète magnifique, extrêmement, heu, agréable à regarder et on oublie complètement, bien sûr, on oublie. et puis tout le travail que ça a demandé. Oui, complètement, complètement. Voilà. Alors du coup, ça va nous projeter vers, et oui, voilà, donc oui, voilà, donc c'est cette image qui est aujourd'hui peut-être à changer, à modifier. C'est-à-dire qu'on est un corps, la pensée est corps, l'émotion est corps, l'émotion conduit à la pensée, la perception contient ce qu'on amène au ressenti des choses. Affiner ça, ça permet d'aller vers un ressenti de plus en plus juste, toujours avec une part quand même où c'est important, d'être aussi dans l'ouverture au doute, on est Bien d'accord? sûr, complètement. Voilà et donc qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme message par rapport à notre fonctionnement aujourd'hui, par rapport au corps, par rapport aux personnes qui sont stressées, qui se jettent à corps perdu dans la méditation et puis qui recourent vers leur activité et qui obligent leur corps à être bien habillés, mais après abandonnés le soir, sur un canapé qui sont crevés, heu et qui se coupent du coup, de leurs sensations parce qu'ils ont des objectifs à atteindre qui sont plus importants Mmh, qui sont oui, plus importants que de s'occuper de leur maison, comme tu le oui, disais si oui, bien, bien cette sûr. maison sacrée. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme message par rapport à tout ça et au-delà même si tu as Oui. envie? Alors, ça va être assez bateau, mais c'est Mmh, simplement de l'aimer, ce corps. mmh, Parce que justement pour atteindre tous nos objectifs, c'est le corps qui va vous aider, heu et surtout, je pense que le cerveau ne fait que consommer de l'énergie. Le cerveau ne fait que consommer l'énergie que le corps lui envoie et donc au bout d'un moment, quand on a consommé toute l'énergie avec le cerveau, parce qu'on veut atteindre nos objectifs, eh bien il y en a plus. Alors que si vous travaillez le corps, vous le cultivez, vous en prenez soin, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le corps, il va vous donner continuellement de l'énergie, même à vos, au fonctionnement cérébral, même aux activités intellectuelles, le cerveau a besoin de l'énergie que le corps lui envoie. merci Céline. Et oui, être guidé dans un mouvement intelligent conduit à une augmentation de nos capacités cognitives et bien au-delà, hein, une énergie générale, Ah oui, une oui, disponibilité à et c'est vrai que parfois, quand on a passé des heures derrière un bureau, on se sent épuisé et moi je le vois très souvent, dans les cours, je leur dis: «On va remonter cette énergie, on va déjà vider les poubelles et on va remonter cette énergie, vous allez voir finalement vous en avez» et en fait, c'est ce que j'entends de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on recrée de l'énergie à partir de son propre corps, j'imagine, sauf quand vraiment il est trop épuisé. oui, bien sûr. Voilà, mais c'est très précieux ce que tu nous dis là, par rapport à cette conscience du corps et du métabolisme aussi. Parce que quand on est, assis toute la journée derrière un bureau, on sécrète chimiquement, des hormones d'une certaine façon et quand on va repartir dans un mouvement, on va aussi sécréter des hormones d'une autre façon. C'est une reconfiguration de notre système et ce Bien sûr. bien-être fait que d'un seul coup, alors qu'on percevait la vie d'une façon un peu morose juste avant, juste après,
on perçoit la même vie, tu vas me dire si tu es d'accord, de façon beaucoup plus Oui, optimiste. bien Est-ce sûr. que ça nous relancerait finalement dans une dynamique de joie, de mouvement et de faire les choses? Oui. D'ailleurs ça fait partie des choses que j'ai écrit dans mon livre, parce que je parle de stress. Et les gens qui sont stressés me disent tout le temps: «Céline, je n'ai pas le temps». En réalité, ce qui manque dans une vie, ce n'est pas le temps, mais c'est l'énergie. Si on avait l'énergie, Mmh. si vous vous arrêtez pas de faire des choses toute la journée, vous avez largement le temps. Souvent, on dit qu'on n'a pas le temps, c'est juste parce qu'on est fatigué et qu'on n'a pas l'énergie. Ouais. Et pour cela, naturellement, les gens, pour récupérer cette énergie, se tournent plutôt vers des activités d'oisiveté. C'est-à-dire, ne rien faire, ne pas bouger, en fait. Ouais, Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certaines activités qui nous consomment de l'énergie, mais il y a aussi des activités qui nous donnent de l'énergie. tout à fait. Voilà, et le travail notamment sur le corps, de développer des muscles, c'est des activités qui créent de l'énergie, même d'un point de vue simplement, médical. Les muscles, c'est là qu'on produit l'ATP. L'ATP, c'est la base de l'énergie. Et oui, Voilà. et oui. Donc, est-ce que j'entends que finalement, parce que en observant les choses, on a plutôt, surtout, dans nos pays, d'Europe, où on a beaucoup basé les choses sur le matérialisme, tendance à aller consommer l'énergie des autres quand on n'en a plus. Alors est-ce que j'entends de ce que tu dis, que finalement on a la capacité, comme un arbre, de relancer cette énergie par le biais de la gymnastique, du mouvement, de la danse, de l'auto-hypnose aussi? Oui, bien sûr. Voilà. Et relancer cette énergie, par le sport, alors il faut que ce soit fait quand même intelligemment. Bien d'accord. Voilà, parce que je vois aussi des gens qui font du sport, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport, et ça, je pense que, toute personne, comme toi et moi qui avons fait beaucoup d'activités physiques, on arrive tous à un constat, c'est qu'arrivé à un moment, on atteint nos limites, on stagne et on ne progresse plus. Et on commence, en général, au début, quand on fait du sport, à faire les choses en force, c'est-à-dire, dans la souffrance, dans la douleur, en se faisant, du mal quelque part. Mmh. Et ça, c'est pas forcément le type d'activité qui apporte de l'énergie. D'accord, bien d'accord. Bien, nous arrivons presque à la fin de cette interview. Une dernière question et bien sûr, si tu as des choses à rajouter, tu connais la donne. As-tu envie de nous dire quelque chose qui te semble particulièrement important en ce moment? En ce moment, bah, sur la suite de ce que je viens de dire, c'est qu'un conseil que je pourrais donner aux gens qui simplement pratiquent des activités, physiques, c'est surtout de pratiquer les activités en conscience, en douceur, et de le faire vraiment quand vous êtes de bonne humeur. Voilà. Parce que quand vous êtes de bonne humeur, c'est, quand vous faites du renforcement musculaire en étant de bonne humeur, vous fixez cette intention, vous fixez cette énergie positive dans vos muscles, dans votre corps. Donc après, vous repartez avec plus d'énergie positive. Alors que par exemple, vous êtes en colère, vous voulez vous défouler, et cetera. Si vous faites du renforcement musculaire alors que vous êtes, vraiment très triste, très stressé, ou en colère avec des émotions négatives, quand vous êtes pas bien, alors faites plutôt dans ce cas-là des choses plus douces, des étirements pour reprendre conscience du corps, réhabiter le corps, mais surtout pas un travail en force pour se défouler à ce moment-là, parce que vous risquez surtout de fixer l'intention négative, l'énergie négative, l'information négative dans le muscle. Oui, merci Céline et oui, effectivement, oui. Trop stressé, trop de cortisol, les étirements et des mouvements fluides vont permettre de rééquilibrer, effectivement le système hormonal et de réaugmenter le potentiel de joie et effectivement d'aller vers une activité physique plus forte à ce moment-là, si on le Voilà, ressent. Oui, merci exactement. Céline, c'est magnifique. Merci beaucoup pour avoir, répondu à toutes ces questions. Donc Céline You, dont je vais mettre les liens dans la description de la vidéo.
qui a aussi, si cela vous intéresse, donc je le redis, écrit ce livre, Vaincre le stress grâce à l'auto-hypnose. Vous pouvez éventuellement, on peut te contacter directement, Oui, pour bien tes sûr. Le mieux, c'est de me formations, contacter oui, directement. d'accord, voilà, pour les formations et puis le livre. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi, cette interview. Les corps qui pensent, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir Céline.